C'est l'heure des partis pris. On a pris du retard. Alors, on va voir la substantifique moelle des partis pris. Merci Caroline Fourest et merci à Stéphane Manigold. Ruth Elkrief pour la politique, François Langlais pour l'économie et Abnous Chalmani pour l'international que nous accueillons avec plaisir. Bonsoir Abnous. On commence par vous, Ruth. Expliquez-nous pourquoi certains regrettent déjà l'abandon du 49.3. Ah oui, je vais vous dire que dans les couloirs de l'Assemblée nationale bruisse une forme de nostalgie du 49.3 parce que de plus en plus, notamment à gauche, et les socialistes s'inquiètent de voir leur victoire sur la suspension de la loi de retraite comme une victoire en trompe-l'œil. Vous en souvenez, pour résumer ce que c'est l'article 49.3, c'est lorsque le gouvernement engage sa responsabilité, ceux qui sont hostiles votent la censure et les autres peuvent s'en laver les mains. Et sous la pression répétée de la gauche, le gouvernement a renoncé à cet instrument d'efficacité assez emblématique de la Ve République. Alors, cet après-midi, le PS a reçu une garantie du Premier ministre. Je ne vais pas revenir là-dessus sur cette lettre rectificative parce que c'est un peu technique, mais c'était une garantie que serait discutée comme au titre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, cette suspension de la loi sur les retraites, même si Emmanuel Macron, comme je vous le disais déjà jeudi soir, a répété aujourd'hui qu'il ne s'agissait ni d'une suspension ni d'une abrogation, mais d'un décalage. Les socialistes sont rassurés au moins pour aujourd'hui. Mais lorsqu'ils réfléchissent plus loin, ils font le même constat. Certes, il y aura un débat, mais comme il n'y a plus de 49.3, même si le gouvernement endosse cette suspension, elle peut être rejetée. Et de toute façon, pour qu'elle rentre vraiment en application, il faut que ce budget soit adopté. Et pour qu'il soit adopté, il faut que les socialistes ne le bloquent pas. Et donc, pire pour eux, qui s'abstiennent, ou alors, ce qui est complètement exclu, c'est qu'ils le soutiennent. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que dans l'esprit du président Macron et du bloc central, cette concession majeure de la suspension de la loi retraite est en quelque sorte une forme de solde de tout compte. Et il répète à présent que ça va être aux socialistes de faire des compromis. Mais devinez, il n'en est pas question du tout au PS. Au contraire, ils ont reproposé la loi Zuckman en commission, ils vont la reproposer en séance, d'autres impôts sur les entreprises, sur les ménages, ils vont s'opposer à de nombreuses économies et ils veulent récupérer au total 15 milliards en plus, donc ce qui est pour eux le résultat de la taxe Zuckman. Écoutez Olivier Faure, voilà comment il décrit la situation. Là, cette fois-ci, chaque vote va compter. Et donc, nous allons regarder et nous prendrons à témoin l'opinion publique sur chaque vote. Vous vous rendez compte des horreurs qui traînent encore dans ce PLF et dans ce PLFSS. Ce que j'espère, c'est que dans le débat, il y aura là des corrections. À ce stade, je vous dis que nous n'avons pas renoncé à la censure et qu'elle est possible à tout moment. Voilà, donc en fait, il y a quand même une forme de fébrilité, c'est-à-dire que on va prendre l'opinion à témoin, on va continuer à discuter article par article, mais on sait déjà que dans le bloc central, le groupe Horizon par exemple, mais d'autres au groupe Renaissance sont décidés à refuser, je cite, toutes les catastrophes. Donc sans compter le Sénat qui annulera soigneusement tous les points acquis par le PS. On a entendu déjà, le chemin de croix budgétaire ne fait que commencer. On est entré dans la vallée de la mort. Voilà ce qui est en train de se dire à partir d'aujourd'hui. Bon, donc ça veut dire que le budget est quand même très loin d'être adopté. Alors pour qu'il le soit et que chacun voit ces mesures adoptées, encore une fois, je le répète, il faudrait que le PS le vote ou s'abstienne et que le RN s'abstienne ou le vote. Encore une fois, c'est exclu. Et c'est même pas sûr que ce soit suffisant. Donc il y a une très forte incertitude. Or, ils se sont engagés maintenant puisqu'ils ont dit qu'ils avaient obtenu de haute main la suspension de la loi sur les retraites. C'est une forme de piège qui s'est refermé sur les socialistes et comme il n'y a plus de 49.3, il ne sera pas possible de se dédouaner de toute responsabilité. Alors, ce qui se passait en général, c'est que les oppositions hurlaient contre l'article, mais en même temps, ils leur permettaient de ne pas s'exprimer clairement. C'était un peu gagnant-gagnant. Mais cette fois-ci, ça ne va pas du tout, ça ne va pas fonctionner comme ça. C'est un épisode parlementaire complètement inédit de co-construction dans lequel chacun est face à ses responsabilités. C'est pourquoi, depuis hier, on entend dans les rangs socialistes qui vont peut-être se retrouver à souhaiter le retour de ce fameux article 49.3 qu'ils ont tellement dénoncé, qui a été refusé et rejeté par le gouvernement lui-même. Mais moi, je vous dis, dans ce cas-là, sincèrement, si j'étais un électeur français sincère, je trouverais que c'est une mascarade absolument inacceptable.
Mais vous êtes une lectrice française sincère. Non, mais ce que je veux dire, je suis un peu informée, c'est ça que je veux dire. Mais oui. Si j'étais juste de l'extérieur à regarder cette comédie, je me dirais, mais vraiment, ils se moquent de nous. Mais c'est ce qui est en train de se passer et chaque jour nous réserve un lot de surprises dans ce domaine. Ah oui, ça ne fait que commencer. On rappelle que la bataille du budget a commencé hier matin. On passe à vous, François. L'argent est un sujet tabou en France, on le sait, surtout quand il s'agit de dire combien on gagne. La directive européenne sur la transparence des salaires promet de bousculer les open space pour le meilleur ou pour le pire. Oui, c'est vrai que c'est une révolution qui attend les entreprises françaises au plus tard le 7 mai, puisque c'est la date à laquelle la directive que vous évoquez doit être transposée dans le droit français. Alors en gros, 2 obligations nouvelles. D'abord, quand on publiera une annonce d'embauche, on ne pourra plus mettre salaire en fonction de l'expérience, etc. Il faudra donner une fourchette et indiquer quels sont les critères qui seront pris en compte justement pour définir le niveau au sein de la fourchette auquel vous pouvez prétendre. Et puis deuxièmement, c'est plus important, tout salarié pourra se voir communiquer non pas le salaire de l'ensemble de ses collègues, mais la moyenne des salaires pour les postes similaires, de façon à pouvoir se comparer, et les managers devront se justifier de l'écart s'il y en a un. L'objectif, si on en croit les législateurs européens, c'est surtout de réduire la différence homme-femme, qui est toujours de 12,7% en moyenne en Europe. Il faut souligner qu'en France, pour les postes similaires, l'expérience similaire et l'employeur similaire, le temps de travail similaire, donc des conditions parfaitement comparables, la différence n'est plus que, si je puis dire, de 3,8% en 2023. Non, mais il faut le dire, c'est quand même important. C'est moins, beaucoup sens. moins. Bah oui, c'est encore trop, sens. mais c'est moins. Mais en fait, le fond du problème, c'est que le marché du travail n'est pas du tout transparent. Non. Il subsiste des inégalités qui sont tout à fait incompréhensibles. Parce qu'il y a des gens qui savent se vendre, et d'autres pas. Il y a des gens qui demandent et d'autres pas. Et du coup, dans des conditions relativement similaires, ça crée des écarts qui sont parfois impressionnants. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis qui montrent que pour un même poste, il y a des différences de 50%. Donc, justement, liées à la stratégie des individus, à leur talent pour négocier. Alors, évidemment, ces différences, elles sont pas toujours justifiées, mais elles le sont parfois. Il faut pas l'oublier. Tout tient dans la définition du mot travail. C'est pas seulement le nombre d'heures effectuées qui compte, mais c'est l'investissement personnel, c'est la productivité, c'est la qualité du travail réalisé. En fait, il y a des bons et il y a des mauvais. Et c'est pas tout à fait normal que les bons soient payés comme les mauvais, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence. Et c'est le problème que pourrait poser cette directive, même si son intention est louable, c'est qu'elle pourrait conduire à une forme de standardisation des rémunérations au sein de l'entreprise, parce qu'elle va créer une espèce de pression indirecte sur les managers qui devront justifier à chaque fois les différences s'il y en a, même si elles sont justifiées. C'est pour ça qu'il va falloir l'appliquer avec précaution. En fait, oui. Non, mais la question, c'est aussi l'évolution des salaires. Parce que justement, il y a des salaires d'entrée, et vous avez tout à fait raison, il y a des gens qui savent se vendre, il y en a qui savent moins, etc. Ensuite, il y a l'évolution pendant la carrière, et c'est là que ça devient effectivement plus compliqué. Oui. Mais le fait de savoir se vendre joue aussi dans une entreprise. Ou de bien sûr, tout au long de la carrière. Pas pendant la carrière, mais enfin, il y a aussi les résultats, il y a des facteurs bien plus sûr. objectifs. Ça, c'est souhaitable. C'est passionnant. Je retiens tout pour mon entretien annuel. Vous allez venir avec moi, François. Amnous, vous nous parlez de la Dame de Fer du Japon, première chef de gouvernement dans le pays, qui détonne. Racontez-nous. Mais oui, complètement. Elle a été élue aujourd'hui, mardi 21 octobre, première femme Premier ministre du Japon, pour un pays où seulement 15% des parlementaires de la Chambre basse sont des femmes. Autant dire que c'est un jour historique. Japon qui se classe 118e sur 148 pays dans le rapport 2025 du Forum économique mondial sur l'égalité entre les sexes. Donc c'est vraiment une victoire. Elle est née en mars 61 à Nara, dans l'ouest du Japon. Sanae Takaichi est issue d'une famille d'un milieu modeste. Son père travaillait pour une entreprise automobile. Sa mère était officier de police, ce qui à l'époque était déjà rare. Elle est donc très loin des dynasties politiques qui règnent au Japon, j'allais dire, depuis la nuit des temps. Elle a obtenu son diplôme de l'université de Kobe en droit, également étudié à l'Institut Matsushita de gouvernance et de gestion. Alors c'est une école de formation pour les politiques, donc elle savait déjà où elle allait, mais là où elle est intéressante, c'était là,
bifurquée. Par exemple, longtemps avant de devenir la chef conservatrice du Parti libéral-démocrate, elle était une jeune femme passionnée de heavy metal. Elle l'est toujours. Donc du gros rock qui tâche. Elle était batteuse dans un groupe de rock et elle y mettait tellement de passion qu'elle était connue pour régulièrement casser ses baguettes. Aujourd'hui encore, elle possède une batterie électrique chez elle et pour évacuer le stress, elle joue quand son mari est endormi. Elle en a fait l'aveu chez un YouTuber japonais. Et ce n'est pas tout, elle est également Elle possédait une moto, elle est passionnée de moto. Elle avait une Kawasaki Z400 GP qu'elle a conduit jusqu'en 1993, année de son entrée en politique. Elle est aussi collectionneuse de voitures de sport. Autre étape intéressante de la vie de Sanae Takaichi, dans les années 80, en pleine tension commerciale entre les États-Unis et le Japon, elle trouve le moyen de se faire embaucher dans le bureau de Pat Schroeder, une membre du Congrès américain qui était très critique pour le Japon, parce qu'elle voulait découvrir ce que les Américains pensaient du Japon, comment ils voyaient le Japon. Et là, elle découvre que les Américains confondent souvent les langues et cuisines japonaises, chinoises et coréennes. Et elle en conclut que, je cite, « Si le Japon ne peut pas s'affirmer lui-même, son destin sera à la merci d'opinions superficielles ». Donc je trouve ça assez intéressant quand même d'aller au cœur de la critique pour essayer de comprendre. Mais il n'est pas encore temps de rentrer en politique pour elle. De retour des États-Unis, elle décide de rentrer dans les médias. Elle est animatrice et chroniqueuse, plutôt anticonformiste et, on va dire, grande gueule, familièrement. Et évidemment, dans un milieu télévisuel où très conservateur avec beaucoup d'hommes très âgés, elle détonne. Et enfin, c'est l'engagement politique en 94 comme indépendante. Elle est élue dans sa ville natale. Et puis elle rentre au Parti libéral-démocrate en 87. Elle devient la protégée de Shinzo Abe, qui a été plusieurs fois Premier ministre, jusqu'à son assassinat en 2022 à Nara, justement, la ville de naissance de Takeishi. Alors, évidemment, outre être une fan inconditionnelle de Margaret Thatcher, elle est une libérale conservatrice qui est considérée comme un faucon au Japon. C'est-à-dire, par exemple, sur la Chine, alors là, elle considère que ça suffit le mépris chinois, qu'il faut renforcer la sécurité, renforcer le budget de la défense et se défendre face à la tentative dominatrice de la Chine. D'ailleurs, en avril dernier, elle était où ? À Taïwan, où elle espère qu'il y aura effectivement des accords de défense avec le Japon. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Elle veut renommer les forces d'autodéfense en armée de défense nationale. C'est-à-dire abandonner l'article 9 de la Constitution japonaise qui dit renoncer à la guerre. Donc ça, c'est fini. Et l'une de ses positions les plus controversées, c'est le sanctuaire de Yasukuni à Tokyo, qui honore les 2,5 millions de morts de guerre japonais, dont les 14 criminels de guerre classe A condamnés après la Seconde Guerre mondiale. Elle y va tous les ans, vous voyez sur les images, et à chaque fois, alors elle a été plusieurs fois ministre, ça l'a jamais empêché d'y aller, et à chacune de ses visites, elle provoque indignation de la Chine et des deux Corées qui la soupçonnent de vouloir réécrire l'histoire, ce qui est pas faux. Par exemple, elle nie la coercition dans le système des femmes de réconfort. Vous savez que c'était ces femmes forcées à la prostitution par l'armée japonaise. Elle dit que ça n'a jamais existé. Elle est opposée au mariage homosexuel, mais aussi à l'autorisation pour les couples mariés de garder leur propre nom de famille. Alors c'est là où c'est amusant, parce que son mari à elle a choisi de prendre son nom à elle. D'accord. Donc c'est là où je dis qu'elle est assez paradoxale. Et elle soutient une succession impériale réservée aux hommes et considère le Japon comme une nation monoethnique et s'oppose à l'octroi de droits politiques aux résidents étrangers. Alors la nationalité, n'en parlons même pas. Alors elle est surprenante, controversée, paradoxale et fascinante. Et à mon avis, elle fera rapidement oublier qu'elle est une femme. Même dans un pays qui reste patriarcal comme le Japon, parce que les crises économiques sont là. Elles sont, je n'arrive même pas dire une crise économique. Je pense que François ne me contredirait pas. C'est des crises économiques qui s'enchaînent. Là, il y a eu 4 premiers ministres en un peu moins de 2 ans. Donc, il y a aussi une crise politique. Donc, est-ce qu'elle est capable, en endossant le costume de la dame de fer japonaise, de redresser le pays? Et c'est sur là qu'on l'attend davantage que sur son costume de femme. C'est passionnant ce que vous nous dites et on comprend le parallèle avec Margaret Thatcher. Mais est-ce que à ce stade, parce qu'on se pose quand même toujours la question, est-ce que son ascension c'est le signe d'une avancée pour les Japonaises? Ça fait partie des paradoxes du Japon, c'est qu'on le veuille ou non, la société évolue. C'est-à-dire le fait que, par exemple, les Japonais sont de moins en moins d'enfants et qu'elles mettent de plus en plus la priorité sur le travail, c'est que, j'allais dire, il n'y a même pas besoin de loi. C'est que le job, il se fait à l'acte dans la société. Donc, elle représente aussi ça. Mais il faut savoir qu'elle a été plusieurs fois ministre et toujours conservatrice. Je pense que le Japon va finir sa bascule, mais qu'on est encore... Et je pense que c'est assez efficace parce que peut-être plus durable dans un féminisme individuel. Et c'est vraiment individuel, c'est que chacune fait un pas
et ça finira par remonter la pyramide dans l'autre sens. Ça vient pas du haut, mais ça viendra du bas. Elle a nommé comme ministre des Finances une femme. Il y a 3 femmes dans son gouvernement et pas des postes, des petits postes. Mais comme Giorgia Meloni, c'est elle qui choisit, c'est elle l'autorité. Donc elle pense que la plus compétente est une femme, elle aurait pu être un homme. Moi j'aime assez l'idée que le talent l'emporte sur le sexe. Merci Amnous, merci François et merci Ruth.